On va parler de Taïwan, on va parler de Hong Kong, on va parler de la Chine à l'occasion de la venue sur le plateau du Temps de l'Info d'Antoine Wittkin. Soyez le bienvenu, Antoine, journaliste, réalisateur, et vous signez pour Arte une saga, j'allais dire, en 3 volets, une série documentaire passionnante sur les mafias chinoises, les triades. On en parle assez peu, vous nous emmenez dans les coulisses, on va rencontrer des parrains, des mafieux tatoués. Vous me direz si de temps en temps on n'avait pas eu un peu la trouille d'ailleurs. Et on va découvrir à quel point cette pieuvre chinoise est puissante et introduite jusqu'au sommet de l'État. À regarder sur arte.tv. Oui, mais c'est vrai qu'on savait tout sur les mafias italiennes, sur les gangsters américains, sur les yakuza japonais, mais c'est vrai qu'on ne savait pas grand-chose sur les triades chinoises. Alors justement, d'où vous est venue cette idée de cette enquête? Et est-ce que vous voulez bien nous dire à quelle échelle, sur l'échelle du crime organisé, finalement, se retrouvent ces mafias? Oui, c'est très étonnant qu'effectivement on ne savait pas grand-chose sur ces mafias, parce que je pense que ce sont les plus puissantes du monde. Ah, les plus puissantes. Les triades sont les mafias les plus puissantes du monde. Ça correspond d'ailleurs à une chose très simple à comprendre, c'est à l'échelle de l'économie chinoise, de la puissance de la Chine, de ses réseaux d'influence à travers la planète. Et donc effectivement, ce sont les plus puissantes, et elles sont engagées, alors là, dans toutes sortes de crimes qui sont les crimes des mafias, mais avec un certain nombre de spécificités qui sont effectivement le trafic d'êtres humains, la prostitution, le trafic de drogue, depuis très longtemps, depuis plus d'1 siècle. Et aujourd'hui, on en parle encore récemment avec le fentanyl, où elles sont très impliquées dans le trafic de fentanyl. C'est la drogue du zombie qui fait des ravages aux États-Unis, en Amérique du Nord, et qui commence à arriver en Europe occidentale, malheureusement, et en France. Et donc, elles sont impliquées, en tout cas en Amérique du Nord. Parce que nous, on pensait que c'était le Mexique. En fait, c'est la Chine aussi qui est très active. Ah oui. Ça passe par le Mexique, ça rentre par le Mexique, mais les précurseurs du fentanyl sont produits en Chine et passés en contrebande par notamment des triades chinoises. Donc ce sont des entités extrêmement, d'un point de vue criminel, extrêmement puissantes. Elles sont également très impliquées dans le blanchiment. Enfin voilà, je pourrais multiplier les exemples. Et par ailleurs, et c'est ça qui m'a intéressé dans cette série, elles ont également, mais finalement, comme un peu toutes les mafias, c'est ça une mafia, c'est un rapport avec des pouvoirs politiques que l'on corrompt, sur lesquels on fait pression, avec lesquels on s'allie parfois, ponctuellement, ou à qui on s'oppose. Eh bien, elles ont des liens avec les pouvoirs politiques, historiquement, et aujourd'hui avec le Parti communiste chinois, avec effectivement, vous y faisiez allusion tout à l'heure, des conséquences potentiellement inquiétantes pour ce qui est, par exemple, alors de Taïwan. On va y revenir justement sur ces élections à Taïwan, mais donc pour cette saga, pour ce thriller, si je puis dire, parce que ça ressemble quand même à un film, vous avez réussi, alors même que vous ne parlez pas chinois, à avoir des interviews hallucinantes, notamment à recueillir le premier témoignage d'ailleurs des parrains taïwanais, qu'on surnomme le tyran de fer. Il vient d'être nommé à la tête d'Alliance Céleste. C'est l'une regardez, le voici, et c'est l'une des triades les plus puissantes du monde qui compte des milliers de membres. Extrait. Ouais, il y a de la puissance. Peu avant, le tyran de fer a été désigné successeur du défunt par les autres parrains, malgré sa réputation d'impulsivité. Celui qui avait le plus de prestige, c'était mon parrain. Mais au début de la réunion, il a dit qu'il était trop âgé pour devenir chef et qu'il fallait laisser la place à un jeune. Vous êtes en face de lui, là. Il faut toujours laisser la place aux jeunes. Oui, alors... effectivement, il parle pour la première fois. Je pense qu'il a été intrigué, peut-être un peu flatté qu'un journaliste français s'intéresse à lui, parce que, comme on le disait, on connaît mal les triades. Et donc, effectivement, il a dû se dire pourquoi est-ce qu'on vient me voir, qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on pense de moi en France. Mais par ailleurs, et ça correspond à ce que je disais aussi, c'est que les mafias ont besoin de projeter leur puissance, de montrer leur puissance. C'est ça une mafia. C'est une organisation Elles sont cachées, mais elles se cachent. C'est les deux. C'est-à-dire que leur chef, alors on va y venir,
la raison pour laquelle il peut me parler. Mais leur chef, évidemment, se cache de la police. Lui a passé la moitié de sa vie en prison et il est retourné en prison 3 jours après cette interview. C'était heureusement ça lui a porté chance. C'était pas de ma faute. Et je veux dire, là, pour le coup, j'ai eu un peu peur sur le moment en me disant j'espère qu'il va pas se dire qu'il a vu un journaliste et qu'ensuite il s'est fait arrêter. Bref, c'était pas le cas, c'était autre chose. Mais en tout cas, donc, à la fois, il faut les chefs doivent se cacher de la police, mais par ailleurs, il faut montrer sa puissance. Et donc, effectivement, je pense que c'est ça qu'il avait à cœur, c'était montrer sa puissance. Mais ça a été effectivement une année de travail et d'enquête. Et il a fallu convaincre les gens petit à petit avec des fixeurs, avec des intermédiaires, avec des intermédiaires d'intermédiaires pour gagner leur confiance et leur faire comprendre que mon projet était un projet sérieux, exhaustif, que je n'allais pas m'arrêter aux flingues et aux tatouages, par exemple, et que j'allais parler des origines des triades, d'un certain nombre de sujets. Et ce qui a été assez frappant aussi, c'est qu'aucun sujet n'a été tabou avec lui. J'ai pu lui poser... Vous avez pu lui poser... Parce que vous dites à un moment, pas de questions sur le crime. Alors, je dis à un moment, effectivement, bon, ça, on est vraiment dans le making-of, mais c'est assez drôle. Effectivement, il m'avait envoyé un texto, enfin, son équipe avait envoyé un texto à mon fixeur en disant « Aucun problème pour vos questions ». J'avais envoyé la liste de thèmes que je voulais aborder, très transparente. Je me suis bien gardé de lui poser des questions sur des crimes qu'il aurait pu commettre, qui pourraient l'envoyer en prison, évidemment. Mais vous aviez un peu... j'imagine évidemment. Mais quand même, je posais beaucoup de questions. Et effectivement, ils m'ont envoyé un texto juste avant l'interview en disant « Aucun problème, il y a un sujet dont on ne veut pas parler, c'est la Chine ». Je n'ai pas eu le texto à temps. Et donc, évidemment, au milieu de l'interview, je pose la question sur les rapports de cette triade avec la Chine. Et là, il y a eu un petit flottement, quelques rires gênés. Et puis, ils ont botté en touche. Voilà. En tout cas, vous arrivez à avoir le témoignage des plus grands parrains, mais aussi de jeunes membres dans les rues. Alors, vous avez recueilli le témoignage du vaurien, de la clope ou du cogneur. Ils ont tous des pseudonymes absolument hallucinants. Mais est-ce que c'est légal de faire partie d'une société secrète, d'une triade à Taïwan ? Alors, dans le cas des gens que vous mentionnez, certains sont à Hong Kong. Et à Hong Kong, c'est illégal. Faire partie d'une triade est puni par la loi. Alors la loi est appliquée différemment selon qu'on ait une petite main ou un grand chef. Les grands chefs n'ont pas grand-chose à craindre des pouvoirs qui sont aujourd'hui aux mains de la Chine communiste à Hong Kong. Mais effectivement, c'est interdit. Donc c'est plus compliqué d'avoir des gens qui parlent. Bon, de fait, certains parlent. À Taïwan, c'est un peu différent. Ce que j'ai découvert, je dois dire, j'y connaissais vraiment rien au départ, c'est à quel point les triades, c'est le nom des mafias chinoises, sont enracinées dans la société taïwanaise, gangrènent la société et y compris la politique taïwanaise, que ce soit dans les partis d'opposition, voire même les partis au pouvoir. Ils sont tellement enracinés que l'État, la police, évidemment, réprime tous les crimes et délits qui sont associés au fait d'appartenir à une triade, mais n'interdit pas formellement... C'est un peu comme une fierté, l'appartenance, exactement. Et donc, c'est une fierté... Et ça correspond aussi à quelque chose que j'ai voulu montrer, qui est les origines historiques, même religieuses, mythologiques des triades dans la société chinoise, qui leur donne une sorte de légitimité et qui rend effectivement le travail de la police ou de la justice plus compliqué. Alors à Taïwan, justement, c'est intéressant. Ces triades sont venues avec Chiang Kai-shek en 1949, où elles préexistaient. Il y avait déjà des triades avant. Est-ce que c'est déjà culturel au fil des siècles ? Alors, il y a toujours eu des gangs locaux précédemment, mais les triades en tant que telles, en tant qu'institution... Elles sont importées de Chine continentale. Elles sont venues avec Chiang Kai-shek. Où, effectivement, à l'époque de Chiang Kai-shek, donc avant la révolution communiste de Mao Tse-tung, elle co-gérait un certain nombre d'éléments de l'appareil d'État, voire de villes comme Shanghai, j'en parle un peu. Et donc, lorsqu'elles ont effectivement fui avec Chiang Kai-shek l'avancée des communistes, elles sont arrivées à Taïwan et elles ont servi l'État taïwanais dirigé par Chiang Kai-shek et servi la répression de l'opposition à Chiang Kai-shek. Et puis ensuite... il y avait 2 triades schématiquement, et s'est créé une 3e triade qui est devenue finalement la plus puissante, qui est celle du tyran de fer, qui est d'origine locale. Donc ça répond, je pense, à votre question. Et alors dans cet univers, eh bien, si on quitte la triade, c'est puni de mort. Néanmoins, il y a une personne que vous avez réussi à rencontrer, c'est un repenti qui a survécu. Racontez-nous, il a failli mourir. Alors c'est lui le tatoué là. Voilà, alors, lui, il est Holger Chen. Ouais. D'ailleurs, je me suis dit avant de commencer cette enquête que j'allais voir plein de repentis, comme ça en général avec les mafias, et aucun mafieux. Ça a été l'inverse. J'ai vu plein de mafieux en tant que tels, et il n'y a quasiment aucun repenti. C'est très étonnant. C'est lié effectivement à la violence qui peut être exercée lorsqu'on tente de quitter. D'ailleurs, on voit à un moment, vous avez les images, oui. on le voit, il prend quand même 3 balles. Et alors voilà, et donc je commence la série
avec une tentative de meurtre dans une rue sombre à Taïwan de ce personnage, Holger Chen, ancien d'une des triades de Taïwan, qui est victime donc de cette tentative d'assassinat. Il accuse le chef de son ancienne triade, que je suis également allé voir, à qui j'ai posé la question, qui dit « c'est pas moi ». Et on va comprendre, alors je veux pas spoiler ou divulgacher, comme on dit en français, la fin de la série, mais on comprend quels sont les ressorts de cette tentative d'assassinat à la fin, et on comprend que ces ressorts sont très politiques et sont liés à la Chine, à la politique de la Chine communiste à Taïwan, et liés à des tentatives de déstabilisation, voire plus, en cas d'une hypothétique invasion de Taïwan par la Chine. Est-ce que vous avez eu peur pour votre personne à un moment donné, ou est-ce qu'il y a un code du crime qui fait que vous étiez protégé ? Non, très franchement, non. Notamment, je pense qu'à haut niveau, dans les mafias, avoir une parole, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si on n'a pas de parole, on peut pas être un parrain mafieux. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire quelque chose et de s'y tenir. Donc, à aucun moment, à aucun moment, je me suis senti menacé, sous pression et en tension à certains moments, oui, bien sûr, mais jamais menacé. Non. C'est pas inattendu, mais il y a un très très haut degré de virilisme. Vous n'avez pas beaucoup, à part des experts, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, mais c'est un monde brutal. C'est d'abord le monde du crime. Et le monde du crime, c'est la violence, c'est la force brute, c'est la force contre les faibles, et les faibles, c'est tous ceux qui ne peuvent pas se défendre, c'est toutes les victimes de ces mafias, et puis c'est évidemment les femmes. Enfin, elles sont très engagées dans la prostitution, toutes ces organisations, c'est pas pour rien. On se pose la question, des ramifications en France. Vous parlez de prostitution, de contrefaçon, etc. On sait que par exemple à Aubervilliers, il y a la plus grosse zone commerciale de gros. Il y a un commerçant chinois récemment qui a été inculpé pour blanchiment. Est-ce qu'elle est présente en France, cette mafia ? Alors, les triades sont présentes en France. J'en sais pas tellement plus parce que la police française n'a pas une culture antimafieuse aussi sophistiquée que la culture de la police italienne, par exemple. Et donc, on m'a expliqué que c'était compliqué, hormis évidemment la répression de faits criminels ou délictueux, ensuite d'essayer d'enquêter pour savoir jusqu'où ça va, qui sont les vrais chefs. Donc, très compliqué à dire quelles sont leurs présences exactes. Qui règne surtout sur les quartiers chinois, ou vous pensez que, comme d'autres mafias, elles gèrent des commerces qui sont partout en France? Alors, elles sont d'abord implantées, évidemment, via les diasporas. Elles utilisent les diasporas, que bien souvent, elles exploitent et elles rançonnent. C'est comme ça qu'elles s'implantent. Le tyran de fer dont on parlait me l'a raconté. Il m'a dit, on est en France, on est arrivé en France avec les diasporas, on est présent. J'en sais pas plus. On sait qu'elles sont présentes, par exemple, en Italie, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Ça a été attesté. Sur la France, c'est plus compliqué. Elles sont présentes en Amérique du Nord aussi. Et donc, il y a quand même fort à penser qu'elles sont liées effectivement à ces réseaux de blanchiment très considérables qui ont été démantelés du côté d'Aubervilliers il y a quelques années. Vous dites qu'ils partent à la conquête du monde, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des frictions avec d'autres mafias? On sait qu'il y a des logiques de territoire. Vous dites l'Italie, les Pays-Bas, c'est des pays où il y a aussi des mafias qui sont bien en place. Est-ce qu'il peut y avoir des affrontements tout simplement qui peuvent naître? Oui, bien sûr, il y a des affrontements. Il y a des affrontements entre les triades. Je raconte aussi dans la série. Mais il y a aussi des coopérations. Et je raconte notamment comment elles se sont associées, certaines triades en tout cas, se sont associées avec certains cartels mexicains dans des trafics de drogue. Pour le fentanyl notamment. Pour le fentanyl notamment. Et votre enquête va jusqu'à Vancouver. Alors pour revenir à Taïwan et ces élections qui auront lieu ce week-end, est-ce que vous pensez que les triades chinoises auront une influence sur ce scrutin et que en fait, ces élections sont déjà sous ingérence politique chinoise? Alors, les élections sont déjà sous l'influence de la Chine, très activement, de la Chine communiste, qui a toutes sortes de réseaux pour agir à Taïwan, des médias qu'elle possède, une politique de guerre hybride qu'on connaît, par exemple, avec la Russie. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Donc il y a toutes sortes de la corruption, il y a toutes sortes d'influences de la Chine aujourd'hui, et ça a été dénoncé par un certain nombre de partis politiques à Taïwan, par le procureur général. Donc ça, c'est certain. Par ailleurs, elles utilisent également dans leur panoplie, dans leur panel d'outils à leur disposition, les autorités chinoises, très probablement les mafias, par différents moyens, notamment pour mener des opérations de guerre informatique et de déstabilisation, pour faire pression là où les mafias à Taïwan, les triades sont puissantes, et notamment dans des petites villes de province. Mais je pense que la crainte la plus importante, et c'est ce sur quoi je mets un peu l'accent dans ma série, c'est les craintes de ce que pourrait être l'attitude de ces triades dont on parlait à Taïwan,
en cas d'une invasion chinoise. Ce qui est encore un autre dossier. Et d'ailleurs, les autorités taïwanaises s'y préparent déjà. Absolument. Ils font des plans d'anticipation. C'est un peu la 5e colonne possible, quoi. C'est la 5e colonne possible. On l'a connu par exemple dans le Donbass en Ukraine, lorsque les Russes sont entrés, ils avaient parfois préparé le terrain. Sur les voyous et les mafias avec locales. Oui. les voyous et les mafias locales. C'est la crainte. Et j'ai rencontré l'un des rares Taïwanais qui travaille sur ces questions, qui préside aujourd'hui la commission de la défense du Parlement, et qui me dit que les triades à Taïwan pourraient armer entre 8 et 12 000 hommes en cas d'invasion potentielle. Restez avec nous, Antoine Vitkin, parce qu'on a encore une question à vous poser. Mais c'est l'heure de la chronique de Paola, sous les radars. Paola, il fait froid. Oui, Elisabeth, il fait froid. Sans blague. Sous les radars, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Alors, tous les journaux ont ouvert avec cette grande vague de froid. Oui, il fait froid. Alors que regardez ces températures. Il faisait seulement moins 1 degré ce matin à Paris, moins 2 à Lille. Enfin, c'est rien du tout. Temps ressenti, c'est vrai qu'on se l'écaille un peu, mais on a oublié les hivers à la mode du XXe siècle. Là, vraiment, on pouvait parler d'un froid sibérien. Regardez la météo de l'hiver 85, le plus dur de tous les temps. Moins 18 à Paris, moins 23 à 3, moins 12 à Biarritz. Ça, c'est du froid polaire, Elisabeth. Et que dire de l'hiver 1956, l'un des plus rudes de tous les temps. Regardez la plage de Saint-Malo qui a été transformée en banquise. Incroyable. À Bordeaux, on s'accommode aussi à l'hiver 1956 de ski. Regardez, on skie dans les rues de Bordeaux. Paris était gelé littéralement. Il faut voir les fontaines de Paris figées par les stalactites. Si bien, que dans la capitale française, on découvre des nouveaux sports d'hiver. C'est le canal Saint-Martin qu'on traverse à pied sec. Mais le froid s'est enfin apaisé et sur les lacs du Bois de Boulogne, la foule parisienne est venue patiner. Vous voyez, là, tout de suite, on a moins froid, Elisabeth. Bon, ça, c'était pour les bons côtés, mais en réalité, le journal Le Parisien rappelle ce matin qu'à l'époque, le froid fait des ravages et surtout des milliers de morts. C'est cette même année 1956 que l'abbé Pierre lance pour la première fois son appel. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Aujourd'hui, avec le changement climatique, les vagues de froid sont beaucoup plus rares, moins longues et moins intenses, si bien que lorsque le thermomètre passe les 0 degrés, ça nous semble exceptionnel. En tout cas, cette semaine, certaines préfectures, dont l'Île-de-France, activent le plan Grand Froid, qui vont permettre d'ouvrir des places supplémentaires pour les sans-abri. Alors Paola, demain sera donné le coup d'envoi de la grande messe de la tech annuelle. Oui, vous savez, ça se passe chaque année à Las Vegas, le salon mondial de l'innovation qui s'ouvre demain. Et le voile commence à être levé sur les nouveautés présentées par les Frenchies. Parce qu'il y a quand même 150 startups sous pavillon français. Il y aura par exemple une jeune start-up alsacienne qui conçoit des avatars, des personnages célèbres, grâce à l'intelligence artificielle. Alors vous en avez peut-être vu la couleur si vous vous êtes rendu au musée d'Orsay pour voir l'exposition sur Van Gogh. Alors moi, j'ai eu l'occasion de le faire et j'ai pu discuter avec cet avatar de Van Gogh qui a d'ailleurs l'accent néerlandais. Alors lorsque vous lui demandez sa couleur préférée, il vous répond le jaune. Vous lui demandez quel était son état d'esprit lorsqu'il a peint le champ de blé au corbeau. Il vous répond qu'il était un peu déprimé. Mais si vous lui demandez pourquoi Van Gogh t'es-tu suicidé, là, vous êtes mal renseigné. Il vous répond qu'il est vivant. Donc innovation qui va peut-être se déployer aux États-Unis. Autre petite innovation qu'on verra peut-être demain, une lampe pour faciliter la lecture des personnes dyslexiques. Et puis, année olympique oblige, il y a beaucoup d'innovations sportives et on trouve des skis électriques, regardez, dédiés à des paysages urbains. Donc moi, j'ai décidé de les commenter. Je viendrai demain avec ces skis électriques. En plateau. Bon, en attendant, une curiosité, Paola. Oui, en plateau. On s'arrache sur Internet les calendriers de 96, mais mon Dieu, pourquoi ? C'est un véritable retour vers le futur. Certains calendriers se vendent plus d'une centaine de dollars sur eBay. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont réutilisables aujourd'hui, en 2024. 1996 et 2024, ce sont des années identiques, ce sont des années bissextiles. Elles comptent 366 jours et elles commencent chacune un lundi 1er janvier. Alors attention, les similarités ne s'arrêtent pas là. 1996, 2024, bim, année à Jeux Olympiques. 1996 à Atlanta, 2024 à Paris. Et ce sont aussi des années où ont eu lieu des élections américaines présidentielles. Bref, sur les réseaux sociaux,
sociaux, les internautes s'arrachent des calendriers. Vous avez celui-là, par exemple, avec l'acteur Jonathan Taylor-Thomas. Alors là, ça vous dit rien, mais c'était le héros phare de Papa Bricole dans les années 90. C'était super en vogue. Et sinon, il y a aussi Pamela Anderson. Ça, vous avez dû en entendre parler. Alors là, ça, c'est $150 sur eBay. Wow. Donc, fouillez vos cartons. Vous allez peut-être vous aussi trouver des nouveaux calendriers. Et si vous voulez vous acheter celui de Pamela Anderson, puisque c'est disponible en ligne, eh bien, sachez que vous pourrez le réutiliser en 2052. Ça sera cette nouvelle année bissextile. C'est un bon investissement. Un bon investissement, pourquoi pas. 2052. Bon, si on ne peut pas y penser. Merci beaucoup, Paula. Une question pour Antoine Vitkin. Vous êtes l'auteur de nombreux documentaires. Je me demandais, tiens, après Kadhafi, Bachar, Poutine, MBS, est-ce que vous avez déjà un nouveau projet, une petite idée de votre prochain sujet ? J'ai déjà une petite idée, j'y travaille activement en ce moment et ce sera sur la Russie cette fois, à nouveau. Ouais. À nouveau. Et centré sur Poutine Ce sera centré sur les services de renseignement russes. Enfin, c'était une sacrée plongée quand même dans la vie souterraine. Ouais. Enfin, souterraine n'est pas tant que ça quand même, mais chinoise. Hein. Bravo pour ce super documentaire. Merci. En 3 volets à retrouver sur arte.tv. Et demain soir sur Arte. Demain soir mardi. Exactement. Le rendez-vous est noté. Merci beaucoup Antoine Vitkin. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis.